Il y a quelques années, j'étais en couple avec une femme appelée Léa, qui était passionnée par les médecines alternatives. Je trouvais cette passion étrange car pour le reste, elle était perspicace et critique. Elle était même plutôt cartésienne, puisqu'elle était assistante juridique. Elle avait juste ce point aveugle incompréhensible pour moi, et cela prenait une grande place dans sa vie. Nous sommes restés ensemble 2 ans. Durant cette période, elle m'a fait essayer toutes sortes de traitements et pratiques inhabituelles, comme l'acupuncture, la guérison spirituelle, les cristaux, le reiki et même le spiritisme. Je l'ai suivie car je tenais vraiment à elle, mais les fissures dans notre relation commençaient à se montrer. Finalement, il était clair que ça n'irait pas sur le long terme, mais ce n'est pas de cette relation que je veux parler. Je veux évoquer un traitement spécifique qu'elle m'a fait découvrir et comment il a influencé la vie que je mène aujourd'hui. C'est assez complexe. Je vais parler de la perception échangée. C'était un matin tôt en Alsace, et c'était la dernière séance que Léa et moi suivions en tant que couple. Nous avons garé la voiture sur un parking banal et Léa m'a pris par la main. Nous avions eu une dispute intense ce matin-là, sur un sujet dont je me souviens à peine. Je pense que c'était sur l'ordre des ingrédients à mettre dans le yaourt quand on mange du muesli. Nous sommes entrés dans une salle d'attente fade. Le climatiseur semblait éteint depuis des jours. Je pouvais presque goûter l'air. Le seul autre individu présent était un homme petit et chauve qui nous a adressé la parole avec un accent vaguement européen, à peine levant les yeux de sa tablette. « À l'air, Zrenia ?» a-t-il demandé. « Non, ce n'est pas nous », ai-je répondu. « Oh, désolé, erreur de journée », a-t-il dit. Il a tapé sur l'écran quelques fois et a acquiescé. Séance de perception échangée pour couple, il reste de la place, merci. Il est parti et j'ai remarqué qu'il était pieds nus. J'ai mentionné cela à Léa qui m'a donné un coup de coude, pensant que je jugeais. Je trouvais simplement cela bizarre. Je ne voulais pas créer de conflit. Elle était toujours en désaccord avec mes observations. Nous nous sommes dirigés vers la salle 4, dont la porte était déjà ouverte. C'était une pièce simple, sans fenêtre, avec une petite table basse, entourée de 4 chaises de bureau simples. Il y avait un vase avec une unique fleur bleue. Une ampoule nue pendait au-dessus sans abat-jour, et le sol était couvert d'un tapis gris banal. Une petite note sur la porte nous invitait à enlever nos chaussures. Léa m'a simplement souri, comme si cela expliquait tout. J'ai levé les yeux au ciel. Nous nous sommes assis face à face et avons attendu. Ce n'a pas pris longtemps avant qu'une femme n'entre. Elle était dans la quarantaine, vêtue d'un pull en laine blanche tricotée. Elle avait les cheveux peignés en arrière, plats, et était couverte de bagues, chaînes et bracelets. Elle a pris nos mains en souriant largement. « Je suis le docteur Beg », nous a-t-elle assuré, « mais appelez-moi Jeanne ». Je n'étais pas très confiant quant à ce qui allait suivre. Jeanne a décrit la procédure. La perception échangée était une façon de se connecter à l'autre de manière nouvelle, offrant une meilleure compréhension de ce que c'est que de marcher dans les chaussures de l'autre. Il y avait quelques règles à retenir avant de commencer. Par exemple, une fois le traitement commencé, nous ne pouvions pas nous lever de nos chaises, sinon nous deviendrions extrêmement nauséeux. De plus, nous avions une sorte de signal de sécurité. Si quelqu'un claquait des doigts 3 fois de suite, cela déclencherait un mécanisme de sécurité qui nous ramènerait immédiatement. Tout cela semblait étrange, mais pas nécessairement néfaste. Puis nous avons commencé. Jeanne a claqué des doigts rythmiquement, comme quelqu'un qui tape du pied sur un morceau lent. Elle parlait d'une voix monotone, nous demandant de baisser les yeux. « Regardez vos pieds »,
nous a-t-elle dit. Imaginez la sensation de marcher, la manière dont vos muscles se contractent et vos genoux se plient. Pensez à ce que cela vous fait ressentir et imaginez le son que vous pensez que votre corps produit. Je ne me souviens pas exactement des mots qu'elle a utilisés ensuite, mais je me souviens de ce que cela m'a fait ressentir. Sans bouger, nous devions imaginer nous lever, traverser la table basse et nous asseoir sur la chaise de la personne en face, notre esprit passant à travers eux, occupant le même espace. Nous devions imaginer nous regarder à travers les yeux de l'autre. Il y avait un exercice de respiration suivant le rythme des claquements de doigts. Nous avons synchronisé notre respiration et Jane nous a fait nous concentrer sur chaque partie de notre corps, des orteils jusqu'au sommet de notre tête. Elle appelait cela la matérialisation. Nous avons gardé les yeux fixés sur nos pieds, sauf que lentement, ce n'étaient plus mes pieds. Maintenant, regardez, a dit Jane, regardez-vous. Je regardais les pieds de Léa, mais pas avec mes yeux. J'ai du mal à décrire la première sensation de la perception échangée. Les claquements de doigts de Jane se sont arrêtés. Et tout à coup, je regardais en haut. Eh bien, moi-même, j'étais assis sur la chaise de Léa. J'étais en train de vivre le monde comme Léa. J'étais Léa. Mes mains étaient plus petites, plus délicates. J'avais plus froid et mes vêtements étaient inconfortables. L'odorat et le goût étaient différents et j'avais cette faim lancinante à l'arrière de mon estomac. Mon dos me faisait mal et je pouvais sentir mes longs cheveux atteignant la moitié de mon dos. J'étais Léa. Mes souvenirs de ce que j'ai fait sont flous. Nous nous sommes parlé et touché les mains, nous rassurant mutuellement que nous vivions réellement cela. Léa répétait sans cesse « C'est moi », disait-elle. « Je me regarde. Tu es moi. Je suis toi. » Nous avons eu une longue discussion. Je pouvais sentir l'air vibrer dans ma gorge d'une manière étrange. Je parlais avec la voix de Léa et cela me faisait mal à la gorge. Je devais m'adapter à un corps dont les détails me semblaient étrangers. Il était difficile de me concentrer sur ce qui était dit, alors que tout ce à quoi je pouvais penser était la façon dont mes boucles d'oreilles se balançaient lorsque je bougeais la tête. Mais après environ 1 heure, Jane a claqué des doigts 3 fois et j'étais de retour sur ma chaise en un clin d'œil. C'est ainsi que j'ai réalisé que j'étais myope. La vision de Léa était parfaite. Je me sentais également plus grand, plus lourd. Son monde me semblait tellement différent du mien. Et, bien que cela n'expliquait pas nos désaccords, cela m'a donné quelques aperçus sur à quel point nous étions réellement différents. J'ai pris note de me procurer de nouvelles lunettes. Encore sous le choc de l'expérience, Léa et moi avons remercié le Dr Begg et sommes sortis. Nous avons eu une discussion désorientée sur le parking et avons rompu. C'était étrangement à l'amiable, comme si nous comprenions tous les deux que nous étions fondamentalement incompatibles. C'était tout. Pas de drame, juste cela. J'ai pensé à ce jour pendant des semaines. C'était tellement surréaliste. Comment passe-t-on d'une expérience littéralement hors du corps à retourner travailler le lundi matin? On ne peut pas faire semblant que rien ne s'est passé. Je voulais comprendre, vraiment comprendre. J'avais participé à d'innombrables traitements absurdes avec Léa, mais celui-ci avait été véritablement un choc. Il n'y avait aucun moyen de l'oublier, même si j'ai désespérément essayé. Quelques semaines plus tard, je suis retourné voir le Dr Begg seul. Je voulais lui parler de cela, de la science derrière, de son fonctionnement, de sa réalisation, de tout. Et bien sûr, comment je n'avais jamais entendu parler de la perception échangée avant de la rencontrer un mercredi pluvieux. Elle m'a assis, et son assistante m'a offert une tasse de café. Elle l'a expliqué aussi calmement que possible.
C'était compliqué, mais essentiellement, elle l'a décrit comme quelque chose basé sur la théorie de l'identité de Rassan, le transfert de modèles de pensée à travers la méditation vocale, échangeant des vibrations et adaptant des modèles électriques dans le cerveau. Chaque mot sonnait comme une pseudo-science farfelue, mais cela ne changeait pas le fait de ce que j'avais vécu. Et à la fin de la journée, c'était la seule chose qui comptait vraiment. « Je dois recommencer à nouveau », ai-je dit. « J'ai besoin de comprendre cela. C'est drôle que vous disiez cela. » A-t-elle souri. « Je pense que nous pouvons arranger quelque chose. Jeanne m'a proposé un marché. Elle avait quelques patients qui pourraient bénéficier d'une séance de perception échangée. Mais elle avait besoin d'une tierce personne, neutre pour agir comme récipiendaire. Je semblais bien correspondre malgré mon scepticisme, mais elle avait un petit bonus pour rendre l'affaire plus attrayante. Elle me payerait une somme d'argent conséquente pour chaque séance, une sorte de compensation. J'étais un peu hésitant, mais j'ai accepté. Une semaine plus tard, j'étais assis à une session avec Jeanne et l'une de ses patientes. La patiente avait un trouble dissociatif et avait besoin d'une séance de perception échangée pour soulager une obsession étrange qu'elle avait. Je n'ai pas prêté trop d'attention. J'étais nerveux. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Peut-être était-ce l'idée que ce que j'avais vécu était réel, et comment cela me forcerait à changer ma vision du monde. Si une chose comme la perception échangée existe, qui peut dire qu'il n'y a pas de fantômes ou de sorciers? Alors je me suis assis avec une inconnue et Jeanne a commencé à claquer des doigts. « Maintenant, regardez », a-t-elle commencé. « Regardez-vous. » Jane utilisait les mêmes mots, la même séquence, le même rythme. Je sortais de mon corps et entrais dans un autre. La différence était palpable. La première fois, Léa avait été calme et recueillie, mais cette femme était tout le contraire. Assis dans son corps, mon pouls était plus élevé, mes jambes tremblaient et ma respiration était superficielle. J'étais physiquement épuisé mais mentalement vif, les pensées se bousculant dans tous les sens, à la fois. Et je ne savais même pas pourquoi. Une simple seconde dans ce corps, regardant de l'autre côté de la table, et je pouvais dire que c'était une personne troublée. J'étais censé rester là un moment, alors que Jeanne avait une discussion avec sa patiente. Instinctivement, je me suis levé pour quitter la salle, pour leur donner de l'intimité. Mais j'ai dû me rasseoir. Ma tête a commencé à tourner, et j'avais l'impression que les muscles ne réagissaient pas de manière normale. Peut-être que la règle de rester assis était là pour une bonne raison. J'étais assis là, essayant de me calmer pendant que les deux avaient une discussion. On m'a demandé de mettre des écouteurs pendant un moment, et cela ne me dérangeait pas. C'était difficile d'entendre quoi que ce soit à travers mon pouls battant de toute façon. Alors que la session touchait à sa fin, Jeannine a claqué des doigts, et j'étais de retour sur ma chaise. Mon rythme cardiaque était plus lent. Je n'étais pas anxieux, plutôt une colonne de calme comparée à l'autre patiente. Pendant un instant, en observant de l'autre côté de la table, je pouvais voir qu'elle prenait une grande respiration. Elle tremblait encore, mais moins qu'au début. Peut-être que cette séance lui avait offert une nouvelle perspective. Lorsque la patiente a quitté la pièce, j'ai eu un moment pour parler seul avec Jeanne. Je lui ai suggéré que si nous utilisions des fauteuils roulants à la place, il serait plus efficace de sortir durant la séance plutôt que d'utiliser des écouteurs. Elle a vraiment apprécié cette idée et a proposé de l'essayer lors de la prochaine séance, répondant ainsi involontairement à ma prochaine question. Il y aurait d'autres sessions. J'ai travaillé de manière intermittente avec le Dr Begg pendant quelques mois, participant habituellement à 3 à 5 séances par mois, ce qui me procurait un revenu supplémentaire d'environ 400 € par séance.
Jeanne a finalement obtenu 2 fauteuils roulants et son assistant, Jonathan, s'occupait de me déplacer, tandis qu'elle discutait avec l'autre patient. Je m'y suis habitué et ai commencé à apprécier la sensation. C'était une sorte de dissolution agréable de l'ego, me sentant plus connecté au monde. Cela devenait une source régulière de revenus, prenant un après-midi pour être payé pour quelque chose que j'appréciais vraiment. Pas une mauvaise affaire. Au fil des semaines, j'ai eu quelques autres opportunités. J'ai rejoint Jeanne pour quelques séances hors de la ville, rencontrant certains clients qu'elle suivait, principalement des personnes qui nécessitaient de la confidentialité pour diverses raisons. Des personnes souffrant de toutes sortes de maux étranges. Je pourrais probablement écrire un livre rien que sur ces personnes. Quelque temps après, Jeanne m'a contacté pour organiser quelques séances où elle n'était pas personnellement impliquée. On m'a également demandé de jouer le rôle de guide à plusieurs reprises, étant donné que j'avais déjà participé à de nombreuses séances de perception échangées et que je pouvais réciter les instructions de mémoire. La rémunération était plus que doublée, alors j'ai accepté. J'ai mené 3 séances de guidage seul, une avec un couple de hippies désirant explorer une sorte d'intimité. Laissons cela au secret médical. Une autre avec 2 frères réalisant un exercice de confiance. Et la dernière avec un groupe d'étudiants universitaires voulant démystifier le processus, partis plutôt perplexes. Tout se passait bien. Puis, j'ai reçu un appel pour agir en tant que partie neutre. J'étais sur le point de réaliser un échange avec un patient, mais cette fois sans la présence de Jeanne. Le client s'est adressé directement à moi. C'était un groupe de personnes qui me contacta, expliquant que leur père souffrait d'un trouble et qu'ils voulaient tenter la perception échangée pour tenter de le réinitialiser. Ils avaient organisé leur propre guide, ils avaient donc simplement besoin de moi, comme tierce partie neutre, quelqu'un qui ne serait pas perturbé par le processus, car cela pourrait prendre quelques heures pour aboutir. Ce serait ma plus longue séance à ce jour, mais la rémunération était intéressante, et j'avais déjà tenté beaucoup de choses jusque-là. J'étais prêt. J'ai rencontré le client, Henry, dans sa maison, dans le sud de Strasbourg. Un grand bâtiment sur 3 étages, une propriété clôturée avec à la fois une piscine et un court de tennis, une architecture moderne et des carreaux de sol chauffants. La guide pour la soirée était une femme joyeuse dans la quarantaine qui avait un peu une allure de professeur d'université. Outre le client lui-même, il y avait un groupe de 4 autres personnes qui semblaient être des proches et, bien sûr, Henry lui-même. Il semblait étonnamment optimiste. Je ne voyais rien d'apparemment anormal chez lui, ce qui me surprenait. D'après ce que je comprenais, il avait désespérément besoin de ce traitement. C'était un homme au début de la soixantaine, mais qui paraissait facilement avoir 50 ans. Enfer, cet homme avait de meilleures dents que moi. On pouvait deviner qu'il avait été vendeur à un moment donné. Vous pouvez le dire par son sourire. J'ai été présenté aux autres, qui étaient des amis et de la famille. Nous nous sommes installés dans le salon, où un espace avait été préparé. Nous étions tous assis en groupe, la guide avait tout préparé et m'a offert un sourire rassurant. Elle a pris mes mains, quelque chose que Jeanne ne faisait généralement pas. Je veux juste m'assurer que nous nous sentons tous bien à propos de cela, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Ça va? Harold a acquiescé, et avec cela, la séance a commencé. La guide a claqué des doigts, a baissé la voix, et nous a emmenés sur la route mentale, et à travers la table. À ce moment-là, je connaissais le processus, les bons mots, avec la bonne cadence, au bon moment. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil, regardant mes pieds, et j'ai senti le monde basculer. Après un moment, mes chaussures semblaient différentes.
Elles étaient plus élégantes et mon pantalon m'allait mieux. Lentement, j'ai commencé à ressentir la réalité de mon corps emprunté, les diverses douleurs et peines, les cheveux qui s'amincissaient, les rides sur ma joue lorsque je clignais des yeux. J'avais vieilli d'environ 30 ans en quelques minutes, et cela me prenait un peu de temps pour m'y habituer. En regardant et en me voyant dans la chaise en face, j'ai ressenti une angoisse dans ma poitrine. L'idée m'a traversé l'esprit. Et si je ne revenais jamais? La guide s'est excusée et est partie. Elle avait fait son travail. Le reste dépendait d'Henry et de ses associés. Mais dès que j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, l'atmosphère dans la pièce a changé. Henry était assis là, me ressemblant, étirant ses bras. Les autres nous ont rejoints, formant un cercle. Une des amies d'Henry, une jeune femme qui s'était présentée sous le nom de Marlène, nous a parlé à tous les deux. Elle aurait facilement pu être sa fille. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé. « Tout va bien ?» J'ai acquiescé de la tête. « Vous faites ce que vous avez à faire pour que cela fonctionne ?» a demandé Henry. « C'est ça, c'est fait » a-t-il ajouté. « C'est fait » Il a souri à Marlène. Henry a sorti un revolver bien poli. J'étais le seul à réagir, sursautant à la vue de l'arme. Les autres ne semblaient pas s'en soucier. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je avoir peur? Si oui, pourquoi personne d'autre ne réagissait? Alors, on coupe le cordon et on est bon, a-t-il dit. Attendez, que faites-vous? Il me trompait. Il m'avait mis dans ce vieux corps et n'avait aucune intention de me remettre en place. J'ai levé la main et claqué des doigts 2 fois. Mais avant le 3e claquement, j'ai senti une arme pointée sur l'arrière de ma tête. « Ça n'aidera pas, » dit Marlène. « On vous tuera quand vous serez vous-même de nouveau. » C'est difficile de décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. La peur était réelle, mais il y avait aussi un désir de revenir. Être hors de son propre corps, c'est comme dormir dehors. On se sent exposé et mal ajusté. Si on sait que c'est temporaire, ce n'est pas si grave. Mais s'il y a une chance de ne pas pouvoir revenir, cela devient terrifiant, comme se perdre dans les bois. Sans compter la terreur primitive que l'on ressent quand une arme est pointée sur soi. Henry semblait un peu confus, ce qui m'a fait réaliser que personne ne lui avait expliqué les règles, que nous ne pouvions pas nous lever et que 3 claquements de doigts annuleraient l'effet. J'ai eu l'impression qu'il pensait que c'était d'une certaine manière permanent. En le regardant, je pouvais voir l'inquiétude se propager sur son visage, mon visage. « Vous avez dit que c'était permanent », a-t-il dit en regardant Marlène. « C'est le cas, tant que vous ne claquez pas 3 fois des doigts. Comment cela va-t-il fonctionner quand nous l'interromprons? Vous allez devoir vous assurer de ne jamais être autour de quelqu'un qui claque des doigts. Henry, a-t-elle souri. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Dois-je vous rappeler que j'ai les enregistrements pour vous mettre en prison, Henry? Et si quelque chose m'arrivait, vous seriez fini. Rien ne va arriver, Henry, a rigolé Marlène. Regardez, vous êtes là, sain et sauf, a-t-elle pointé vers moi. C'était comme si une lumière s'était allumée dans les yeux de Henry. Il était doublement trahi, tout comme moi. Dans un moment de désespoir, il a levé la main vers moi. J'ai reculé si fort que je suis tombé de ma chaise, sentant mon cœur manquer un battement. Une sueur froide s'est répandue sur mes bras, s'accrochant au tissu fin, à l'intérieur du blazer coûteux d'Henry. Mais il n'y a eu aucun coup de feu, juste un clic. Son arme était vide. Ce clic était le son le plus fort que j'avais jamais entendu. Je me suis effondré sur le sol, ressentant l'effet de la première règle, ne pas se lever. J'étais immédiatement nauséeux. Je me sentais comme dans du coton, alors que ma tête allait dans un sens
et mon corps dans un autre. Je me suis effondré en tas, essayant de trouver le nombre magique de clignements pour arrêter la rotation du monde. Vous ne passerez jamais les contrôles de sécurité, Pierre, a crié quelqu'un. Vous n'aurez jamais accès aux sauvegardes. Tout est codé par empreinte digitale, biocodée, vérifié par la voix. Désolé, a soupiré un homme. Il a levé son bras. Il n'y a pas eu de deuxième clic, mais plutôt un bang. J'ai levé les yeux, les oreilles sonnant, regardant un reflet de moi-même mort de l'autre côté, de la table à café. Une balle dans le cerveau, rien que des yeux vides me regardant. Mon visage ne semblait pas mort, juste un peu fatigué, comme si j'étais somnolent. C'était surréaliste de les voir envelopper mon propre corps dans du plastique noir. Des hommes en blazer cintré nettoyant les sols et les murs à l'eau de Javel. Marlène était assise en face de moi, frottant ses doigts l'un contre l'autre. « Où penses-tu aller si je claque des doigts ?» m'a-t-elle demandé. Je ne sais pas, ai-je bégayé. Je ne sais pas. Peut-être que tout ira bien, a-t-elle haussé les épaules. Peut-être qu'il y a quelque chose de chaleureux et agréable de l'autre côté. Ou peut-être que le claquement ne fonctionne même plus. Tu veux essayer? Non, non, a-t-elle souri. Non, tu ne veux pas. Tu es plus intelligent que ça. Et peut-être que tu n'es pas du genre à jouer. Elle a tapoté le canon de l'arme sur le bureau en acajou de Handy. Tu peux faire toutes les fêtes que tu veux. Tu as un gros compte en banque, a-t-elle dit. Mais peut-être fais attention à ne pas inviter des musiciens, ceux qui tapent du pied ou claquent des doigts. Et c'était tout. Je me suis retrouvé là, avec les clés d'un endroit que je ne connaissais pas, un téléphone rempli de numéros que je ne reconnaissais pas. Je restais là, debout dans la maison qui sentait le chlore, chez un étranger. Je ne savais pas quoi ressentir. Depuis que j'avais commencé la perception échangée, je n'avais jamais envisagé cela. C'était irréel. Je me souviens avoir regardé ma propre main, ne sachant pas si je pouvais me sortir de là. Que se passerait-il avec le temps? J'ai fini par m'habituer à la nausée. Aujourd'hui, elle a disparu. Je peux marcher comme tout le monde, mais je dois éviter les foules. Je ne peux pas risquer d'entendre ces 3 claquements. Je regarde des vidéos avec le son coupé et les sous-titres activés. Je ne regarde des films qu'après avoir vérifié la bande sonore, m'assurant qu'il n'y a pas de claquements dans les chansons. La radio est hors de question. On ne sait jamais ce qu'on pourrait entendre. Et même si on l'entend, à travers une télévision ou dans une chanson, prendriez-vous le risque? Moi, non. Je ne peux pas. Je ne pense pas pouvoir m'adapter. J'ai pensé à contacter des gens de mon ancienne vie, mais je ne saurais pas par où commencer. Comment expliquer cela? Je dois faire attention à ne pas attirer l'attention sur moi. Sinon, Marlène et ses sbires pourraient revenir. Et c'était tout. Je me suis retrouvé là, avec les clés d'un endroit que je ne connaissais pas. Un téléphone rempli de numéros que je ne reconnaissais pas. Je restais là, debout dans la maison qui sentait le chlore, chez un étranger. Je ne savais pas quoi ressentir. Depuis que j'avais commencé la perception échangée, je n'avais jamais envisagé cela. C'était irréel. Je me souviens avoir regardé ma propre main, ne sachant pas si je pouvais me sortir de là. Que se passerait-il avec le temps? J'ai fini par m'habituer à la nausée. Aujourd'hui, elle a disparu. Je peux marcher comme tout le monde, mais je dois éviter les foules. Je ne peux pas risquer d'entendre ces 3 claquements. Je regarde des vidéos avec le son coupé et les sous-titres activés. Je ne regarde des films qu'après avoir vérifié la bande sonore, m'assurant qu'il n'y a pas de claquements dans les chansons. La radio est hors de question. On ne sait jamais ce qu'on pourrait entendre. Et même si on l'entend, à travers une télévision ou dans une chanson, prendriez-vous le risque? Moi, non.
Je ne peux pas. Je ne pense pas pouvoir m'adapter. J'ai pensé à contacter des gens de mon ancienne vie, mais je ne saurais pas par où commencer. Comment expliquer cela? Je dois faire attention à ne pas attirer l'attention sur moi. Sinon, Marlène et ses sbires pourraient revenir.